Prêtre de la congrégation salésienne Don Bosco, il fut provincial de la vice-province Afrique Grand Lac, AGL, Rwanda, Burundi, Ouganda. Il a été nommé par le recteur majeur, le Père Angel Fernandez, avec le consensus de tous les autres conseillers, pour une période de 10 ans, depuis 2018 à 2024. De 1996 à 1928, il a étudié la philosophie au conseiller Saint-Charles-de-Borromée de Rwanda. Et puis, il a effectué son noviciat à Kigali entre 2000 et 2001. Il a le 16 août 2001, après son stage pastoral, ce stage qu'il a fait de 2000 à 2001, il a fait sa profession perpétuelle à Rome le 24 avril 2006 et il est ordonné prêtre le 21 juillet 2007 dans la paroisse de Kanyanza. À l'Université pontificale salésienne de Rome, il poursuivit ses études de philosophie depuis 2003 à 2010 et de retour, il a pris la direction de la communauté post-noviciat d'Okabgaï. Et sa thèse de doctorat s'intitule Le nihilisme nietzschéen et le technoprogressisme, l'homme face à son savoir-faire. Il est professeur du grand séminaire de Kabgaï depuis 15 ans. Moi-même, je suis son étudiant, son élève. Il m'a enseigné. Et il a dispensé les cours d'histoire de la philosophie antique. Moi-même, j'ai bénéficié de son cours lorsque j'étais ici. Le cours d'anthropologie philosophique et la lecture de Martin Heidegger, le livre de Être et Temps. Maintenant, il va nous parler sur le thème de l'autofinalisation de la technologie ultramoderne et l'apparition des nouveaux types d'hommes. Monsieur l'abbé Dr. Femse Nani, Monsieur l'abbé lecteur, grand succès, chers séminaristes, accueillons généreusement notre conférencier. Pour la prière d'abord et puis pour l'accueil. Je crois qu'ils se sont dit que je ne pouvais pas prier. Vous priez, mais j'ai réalisé que dans ma présentation, on a sauté quand même des études de théologie que j'ai faites aussi. Il y a beaucoup de failles dans cette présentation-là. Bien. Et puis avant d'avoir le doctorat, quand même, j'ai fait aussi les étapes précédentes, n'est-ce pas? Et pour la maîtrise en philosophie, j'ai travaillé sur Gabriel Marcel.
Et quand je suis arrivé ici, à peine rentré, donc après la maîtrise, quand je commençais à habiter ici à Kaouaï, j'ai fait un cours inaugural ici, sur une partie de la clôture de Gabriel Marcel. Et j'ai publié aussi un article sur la Léopage, que vous pouvez trouver aussi là, de ces années-là. Bien. Et cet après-midi, moi je pense que c'était quelque chose vraiment de très sérieux, de très très sérieux. Et pourtant je réalise que c'est tout simplement toutes les 3 classes que je fréquente régulièrement qui se sont mises ensemble. Et puis avec les collègues ici, donc voilà, c'est ordinaire. Bien, et on va le faire de façon vraiment ordinaire. Bien, et depuis que j'ai commencé à étudier la philosophie, surtout vers la fin du cycle de maîtrise, de spécialisation, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qui se passe actuellement dans le monde, et surtout avec les mentalités technologiques d'aujourd'hui. J'ai eu ce goût-là avec quelques cours que j'ai fait aussi, surtout quelques séminaires que je faisais. Et je ne sais pas comment ce goût m'est arrivé, mais ça m'est arrivé. En fait, ça m'est arrivé avec un séminaire. Je faisais un séminaire sur la philosophie de la technologie, qui nous était enseigné par un laïc, un professeur laïc, mais qui travaillait dans une usine d'armement. Dans une usine donc, de fabrication nucléaire. En Italie, c'était quelqu'un qui était bien. Et après, on a été un peu amis. Il y a une certaine amitié quand même qui est entre nous. Je lui posais beaucoup de questions et c'est comme ça qu'il m'a justement, il a suscité à moi ce goût-là de me lancer vers ce domaine-là, qui est un problème aujourd'hui. Je crois que pour les 2 conférences précédentes, je crois que c'était toujours le même thème, n'est-ce pas? Voilà. Avec la fameuse, parce que c'est de l'intelligence, n'est-ce pas? La fameuse AI, IA, intelligence artificielle, que je ne comprends pas encore aujourd'hui. Parce que pour comprendre cela, il faut d'abord chercher comment l'appliquer. C'est une nouveauté. Quand il y a une nouveauté, normalement, si tu es vraiment un intellectuel, il faut chercher comment l'appliquer. Au lieu de commencer à manifester des résistances comme certains ont tendance à le faire. Donc c'était moi que nous devons appliquer, mais il faut savoir comment l'appliquer justement comme les gens qui ont cette vocation de penser. De penser pour nous-mêmes et pour les autres. Bien, et comme c'est un domaine qui m'intéresse un peu, moi, vers cette problématique de l'intelligence artificielle, moi je prends plutôt la question dans le sens global de cette mentalité-là qui a créé aussi une culture technologique finalement. Vous avez entendu aussi, je crois que vous le saviez, donc quel est le thème de ma thèse de doctorat, c'était un peu dans ce sens-là aussi, mais je continuais à faire des recherches dans ce sens-là et à me mettre à jour. Il y a beaucoup de publications aujourd'hui, et donc sur cela, dans ce domaine-là. Malheureusement, j'ai cherché, il y a des livres que j'ai commandés, mais qui ne sont pas encore arrivés, parce que moi, je n'ai pas vraiment, sauf quelques bribes de connaissances que j'ai pu obtenir, donc, surtout en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Il y a maintenant quelques publications quand même, mais comme un philosophe, moi j'aimerais quand même avoir un livre qui n'est pas seulement, qui ne me parle pas seulement du fonctionnement de l'intelligence. Je voudrais quand même avoir quelque chose de réfléchi, n'est-ce pas? J'ai commandé par exemple un livre qui doit arriver bientôt, vers la fin de cette semaine, Anthropology of Artificial Intelligence. Can machines have culture? That's the question. Donc l'anthropologie de
de l'intelligence artificielle, et avec une sous-question de savoir si les machines peuvent avoir une culture. La culture, vous savez que la culture, c'est le propre de l'homme. C'est une des marques distinctives de l'homme. Voilà, l'autre c'est comment? Understanding artificial intelligence, how it has evolved and how it is transforming our society. Ça, ce sont des livres que j'ai commandés quand ils arrivent, quand ils m'imaginent, quand ils tombent dans mes mains. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler aussi. Si pas dans une conférence comme celle-ci, certainement pendant les cours que je vous donne, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Bien alors, allons surtout tout droit à notre mouton. Donc, Est-ce qu'il y a personne qui manipulerait mieux cette machine que moi pour venir ici? Non, pas quand même, vous avez des études. Quand même. Un autre sujet, c'est ça? C'est ça, un sujet. Évidemment, tout en sachant que je n'en serais pas reconnaissant. Donc, tout notre travail. Bien. Alors, donc, le thème sur lequel nous allons un peu essayer de réfléchir et libérer de cette manière-là, l'autofinalisation de la technologie ultra-moderne et l'apparition des nouveaux types d'hommes. Comme vous savez, donc, quand vous avez quelque chose à faire comme ce que nous avons ici, qui est affiché ici sur le mur, sur une partie du mur, la première chose est d'abord, la chose la plus urgente est d'abord comprendre la portée du thème. Quand vous avez compris, je vous ai toujours dit que quand vous avez compris le thème, en fait, vous avez déjà compris, vous avez déjà 30% de la matière qui est ultérieure. L'autofinalisation de la technologie ultramoderne et l'apparition des nouveaux types d'hommes. Bon, je vous dis en gros ce que je voulais signifier donc, derrière ce thème-là. Donc, l'autofinalisation de la technologie, je crois que vous avez presque tous appris, parce que même ceux de la première année, ils ont appris que la cause des causes, donc c'est la cause finale, n'est-ce pas? Tout le monde a appris. Même ceux de la troisième année qui l'ont oublié, maintenant ils ont rappelé. Voilà. Donc, l'autofinalisation de la technologie ultra-moderne. Alors, quand il y a un problème autour de la cause des causes, qui est la cause finale, ça veut dire qu'il y a des problèmes aussi sur d'autres causes, n'est-ce pas? Donc, si la cause finale est problématique, eh bien, d'autres causes aussi que vous connaissez deviennent problématiques aussi. Alors, l'autofinalisation, c'est-à-dire que, à observer un peu comment le fonctionnement, donc la logique fonctionnelle des technologies de la post-modernité, que moi j'appelle ultra-moderne, on se rend compte qu'il n'y a pas de finalité claire. C'est comme si elles opèrent seulement pour opérer. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'autofinalisation. Donc ils tournent en rond, mais ils n'ont pas de finalité claire. On ne peut pas dégager clairement et distinctement, n'est-ce pas, pour emprunter le terme de Descartes. Donc on ne peut pas clairement et distinctement dégager quelle est la finalité des machines là, même quand vous utilisez maintenant ce qui est de notre temps maintenant, l'intelligence artificielle, on ne sait pas, on utilise ça et puis l'année prochaine il y en aura d'autres, on va se lancer dedans. Mais quelle est la finalité de tout cela? L'autofinalisation donc de la technologie ultramoderne et l'apparition de nouveaux types d'hommes. Alors, ces inventions-là technologiques, ils sont inventés par l'homme, oui, d'accord, mais ils sont dans les mains de l'homme également. Parce que les animaux
Mais cet homme-là, qui est imposé, n'est-ce pas, qui subit l'imposition de ces technologies-là, eh bien, il subit aussi, qu'il le veuille ou pas, des changements qui vont même jusqu'à son être, n'est-ce pas, en tant qu'être. Donc, c'est comme si l'être humain en est carrément modifié, n'est-ce pas? Donc, plus on se lance dedans, plus on allait modifier aussi, on ne reste pas intact. Donc, plus on devient addicté, comme on dit, n'est-ce pas, à ces machines-là, à toutes ces inventions-là qui ne font que se succéder à un rythme tel que nous ne faut pas contrôler, eh bien, il ne faut pas penser que nous restons comme nous étions avant. Non, ce n'est pas possible. Eh bien, les chercheurs de ce domaine-là disent qu'il y a un nouveau type d'homme qui est en train de se pointer à l'horizon comme nous. Il y a un autre type d'homme qui est en train de surgir. Pas un autre homme, mais un nouveau type d'homme. Parce que l'homme restera toujours l'homme, n'est-ce pas? Avec ses facultés que vous connaissez. C'est ça. Est-ce que c'est compréhensible? C'est compréhensible? Voilà. Donc, l'autofinalisation de la technologie du travail moderne et la partie des nouveaux types d'hommes. Alors ici, j'ai commencé peut-être cette citation est importante, aussi me semble importante. C'est une citation de Jacques Maritain. C'est tiré de ce livre-là, qui peut descendre en bas, ils vont voir ce livre-là. C'est Jacques Maritain. C'est un vieux livre. C'est un vieux livre parce que vous savez que tout ce qui arrive aujourd'hui, est passé dans les têtes des penseurs il y a des années. Des penseurs. Tout à l'heure, comme on vous a annoncé que moi j'ai fait ma thèse de doctorat sur Nietzsche, je vais vous montrer comment aussi Nietzsche, Friedrich Nietzsche, a été, certains le considèrent, moi y compris, comme des prophètes donc, du temps des innovations technologiques que nous sommes en train de vivre. Avec toutes les conséquences justement que nous sommes en train de subir, eh bien, il y en a d'autres, à part Nietzsche, qui ont été prophètes de ce temps particulier que nous sommes en train de vivre. Alors, Jacques Maritain a dit, il a écrit, bon, j'ai coupé un peu la phrase, donc je ne voulais pas ramener en entier. Il dit, rien dans le monde n'est plus gaspillé, plus gâché que l'être humain. Tout tourne autour de nous. Ce qui tue, ce qui sauve, tout est gaspillé, plus gâché que l'être humain. Rien n'est dépensé avec autant de prodigalité, de tournerie, comme si l'homme était une pièce menue monnaie dans la main dont les souciantes natures. Voilà, donc on est malmené, on est ballotté, sans toutefois s'en rendre compte, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Maintenant, quand on vous pose une question, vous vous glissez un peu, n'est-ce pas, sur la table pour aller consulter ChatGPT. Et finalement, je crois que dans quelques années, évidemment, après ChatGPT, il y en aura d'autres, mais maintenant, déjà, il y en a qui sont transformés en ChatGPT. Ils sont devenus ChatGPT. Ne sait plus réfléchir même. En fait, c'est un projet qui a commencé il y a quelques années. Vous êtes certainement rendu compte avec moi que, déjà depuis quelques années, 46 plus 33, c'est combien? Plus 33. Je ne veux pas improviser parce qu'on est habitué à aller dans tout de suite, parce que vous avez tous des calculatrices ici de vos téléphones, n'est-ce pas? Sans calculatrice, non, il n'y a pas moyen de le faire. 43 plus 33 plus 46. Donc, les calculs mentent.
était une fois quelque chose de spontané, qui on disait même à un vieux Olivier qui a terminé l'école primaire 50 ans auparavant, il pourrait te répondre. Maintenant, je le pose aux gens qui sont en philosophie et qui veulent devenir prêtre, qui n'en pas. Mais il y a là, non, je dois aller demander un peu quelque chose. Donc, c'est un processus qui a commencé il y a quelques années déjà. Et la situation ne fait que s'empirer, avec des innovations justement que la technologie continue à nous bombarder. Vous savez qu'aujourd'hui, on le dit, mais moi je ne crois pas tellement, on dit que par exemple le ChatGPT, parce que c'est ça qui est très connu, on dit que c'est un grand défi surtout à la vie académique, au travail académique. Donc selon la façon dont l'académie était organisée jusque-là, ce que tu demandes tout simplement à cette affaire-là, et il pense à ta place, n'est-ce pas? Il pense à ta place, mais il ne pense pas comme l'homme. Non. Au moins, vers la fin, vous allez remarquer que quand même, je donne une consolation. Écoute, peu importe les avancées réalisées par la technologie, l'homme en tant que tel ne sera jamais remplacé. N'est-ce pas? Parce que même si vous aimez ChatGPT, même ce que je dis maintenant, vous allez le chercher chez ChatGPT, n'est-ce pas? Mais, sachez que le ChatGPT est dépourvu de la capacité critique et de la capacité du jugement, n'est-ce pas? Et il sera toujours ainsi. D'accord? Mais sa force et sa grandeur est de pouvoir nous transformer aussi en soi. Donc, au fur et à mesure que nous recourons au ChatGPT pour résoudre les problèmes à notre place, donc plus nous faisons cela, plus nous perdons aussi notre capacité réflexive, notre capacité de penser. Notre esprit critique allait endommager. C'est comme ça. Si tu penses que le ChatGPT peut résoudre tout, il peut faire une dissertation à ta place, n'est-ce pas? Avant ChatGPT, il y avait Google. D'accord? Avant Google, il y avait autre chose. Et il y en aura encore. Et c'est l'homme donc qui est, comme vous allez remarquer dans le texte, c'est toujours l'homme qui est tourné en vertige, n'est-ce pas? Et qui est tourné en vertige. Vous comprenez ce que ça veut dire vertige? En anglais, c'est business. Quand tu tournes, tu ne peux plus te mettre debout de façon stable. Donc, parce que tu tournes en rond et puis En fait, pourquoi est-ce que tu ne peux plus te mettre debout de façon stable? Parce que tu as perdu le centre, n'est-ce pas? Tu as perdu le centre de gravité. Tu as perdu le centre de gravité, non seulement le centre de gravité, mais aussi l'orientation. Tu n'as plus le centre d'orientation et donc tu ne peux plus te mettre debout. Alors c'est comme si les analystes de ce domaine-ci pensent qu'à la longue, les innovations technologiques nous tournent en rond, si bien que nous sommes devenus des gens vertigineux, des êtres vertigineux. Voilà. Alors, tu peux descendre un peu. Il y a certaines parties que j'ai essayé de souligner. Le texte est long, mais ne vous en faites pas. Ce texte-ci, ce texte que j'ai préparé, je vais le publier aussi dans votre revue vers la fin du mois de juin, soit donc, vous retenez ce que vous retenez, et puis vous allez le lire en entier dans l'introduction. Tu peux descendre un peu, s'il vous plaît. Alors, je dis que, ici, dans l'introduction, j'ai lis certains passages que j'ai soulignés. Tu descends encore un peu. Et tu vois là où le texte est mis en couleur. L'homme du XXe siècle,
s'est vu quasi absolument soumis aux mains des technologies et leur logique nihiliste. Bon, ici, je vais vous dire pourquoi j'amène encore le terme nihilisme que vous aimez beaucoup, n'est-ce pas? Donc, l'homme de ce siècle, si s'est vu quasi absolument soumis aux mains des technologies et leur logique nihiliste, d'où le surgissement d'un humain tellement décentré, comme je le disais tout à l'heure, et aveuglé, tellement aveuglé et décentré qu'il glisse progressivement, petit à petit, dans la capacité de se questionner autour de la substance de son agir. Car l'homme n'est plus capable de se poser des questions sur la substance de son agir, eh bien, ça y est. C'est ainsi qu'à la longue, on se rendra compte que chez l'humain, ce siècle-ci, qui est le nôtre, l'humain, pourtant unique créature douée de raison, chez lui, l'offert, est en train de subjuguer surnoisement, ça veut dire de façon qui échappe à notre attention, est en train de subjuguer de façon surnoise notre agir. Donc l'agir est en train de céder la place au fait. Et cela à une vitesse qui échappe à tout contrôle, à notre contrôle du monde. Eh bien, oui, voilà. Cette unité de dénaturation anthropologique est due au fait que celui qui avait en main la technologie, c'est qui? C'est l'homme. Pour répondre à sa vocation d'orienter la nature. Parce que, vous savez, donc, avant que surgisse maintenant, entre un usage courant et ce concept-là de technologie, il y avait la technique que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Mais à la longue, donc, la technologie est devenue. En fait, on parle de technologie, pourquoi? Parce que la technologie, c'est comme si la théorie, le logos s'est combiné avec la pratique technique. C'est comme ça que la technique, donc, est finalement devenue technologie. J'espère que vous n'allez pas me poser cette question. Donc, c'est la théorie et la pratique mises ensemble maintenant, et donc se sont combinées, et ça avance. Donc, c'est une telle dénaturation anthropologique est due au fait que celui qui avait en main la technologie, parce que Heidegger a dit que l'essence de la métaphysique. Non, la métaphysique est l'essence de la technique. Parce que je crois que c'est Heidegger qui a commencé à mettre en question surtout cette prédominance de la technique sur l'homme. C'est surtout lui qui a commencé un peu à poser, à questionner cette situation-là problématique. Alors celui qui avait à main, qui devrait avoir à main la technologie justement pour la manipuler vraiment, pour manipuler la technique. Parce que technique, ça veut dire quoi? C'est la manipulation de l'homme des outils, n'est-ce pas? La technique, ça veut dire cette capacité-là de l'homme à manipuler les outils et pour les mettre donc à son service pour se faciliter la vie dans la nature. Eh bien, celui qui avait la vocation d'orienter la nature, il s'est trouvé malheureusement sans direction. Sans direction. Étant déjà tourné en rond dans les vertiges par son ancien instrument. Ce qui était instrument a instrumentalisé celui qui devait l'utiliser. Ici, il y a une citation que j'ai tirée d'un français qui est très très actuel, surtout dans ce domaine-là, de l'analyse philosophique de la technologie. Il s'appelle Michel Dweck. C'est vraiment, il a fait une bonne étude très très intéressante sur
quelques années qu'il a publié. Je ne sais pas s'il y en a publié un autre. Ça, c'est un livre qui date de 2009. Alors, le livre est intitulé ainsi Homo sapiens technologicus. Homo sapiens technologicus, philosophie de la technologie contemporaine, philosophie de la sagesse contemporaine. Alors ici, j'ai reproduit ici une citation tirée de ce livre, où il dit ceci. Voilà. C'est la technique elle-même qui, après nous avoir échappé, et parce qu'elle nous a échappé, est source du problème par le caractère non humain de sa puissance. Par le caractère non humain de sa puissance. Nous sommes dominés par une force autonome et non humaine. Une force autonome. Une force qui a sa propre finalisation donc en elle-même. L'autonomie de la technique signifierait une absence de finalité. Voilà. Signifierait une absence de finalité. Donc de finalité humaine de décision et de valeur. Donc les techniques qui devaient servir à la promotion de la dignité humaine deviennent plutôt les moyens efficaces pour le nier dans sa dignité d'être humain et finissent par l'éliminer, ça veut dire le mettre de côté. Bon, ici, il y a le premier point, je vais passer vite, en fait, je ne vais pas trop lire. Le premier point donc concerne la dynamique philosophique, ça veut dire la structure philosophique de la technologie ultramoderne. Comment se constitue-t-elle? Comment se structure-t-elle? Descends un peu. Voilà. Tellement le miracle de la technologie a infiltré au quotidien de l'homme, des dernières 50 décennies, qu'il devient impossible aux observateurs attentifs de ne pas s'y pencher. Ici, quand je parle d'observateurs attentifs, pensez aux philosophes aussi que la plupart d'entre vous sont en train de venir. Les observateurs attentifs. Un philosophe, quelqu'un qui se questionne donc sur les phénomènes qui se déroulent autour de lui, devant lui. Ce qui ressort d'emblée de diverses analyses déjà faites, donc, est que, au fil de son avancement, la technologie a fini par se constituer en une superstructure essentiellement autonome avec sa propre logique, quelle que soit les crises, qui se démarque largement de la logique ordinaire de l'être humain en tant que tel. Cette auto-organisation de ce miracle, c'est un miracle quand même. Hein. Vous allez remarquer que plus tard, je vais quand même m'exprimer sur cela, donc sur cet être miracle-là de la technologie. C'est un miracle, parce que malgré la critique que nous avons formulée envers la technologie, n'est-ce pas, surtout en matière de ce qu'elle produit sur l'homme, je crois que l'honnêteté intellectuelle devra nous pousser aussi à reconnaître quand même que c'est un miracle, n'est-ce pas? C'est un miracle, tout ce qui se fait maintenant, avec toutes les facilités qui sont là maintenant, et il faut reconnaître quand même que c'est un miracle. Mais c'est un miracle qui s'organise tout seul, n'est-ce pas? Tout seul. Quelle que soit notre vie. On essaie un peu d'y penser un peu, mais non, on ne saisit pas. Ce n'est pas saisissable. Parce que maintenant, il y en a qui ne maîtrisent pas, par exemple, le fonctionnement de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on en connaît quelques bribes, n'est-ce pas? On a des quelques de connaissances sur cela. Mais bientôt, nous ne savons pas si cela arrive, mais ce sera déjà dépassé. Il y aura autre chose. Vous comprenez? Il y aura autre chose, très bientôt il y aura autre chose. Très bientôt.
vous le faites, jour et nuit. Donc cette auto-organisation de son miracle est paradoxale. C'est paradoxal pourquoi? C'est un acte paradoxal. Paradoxal se dit de quelque chose qui a deux normes, qui est régi par deux normes parallèles, n'est-ce pas? Paradoxal. J'ai déjà posé cette question-là même fois sur la paradoxalité de quelque chose. Je dis, je répète donc, une fois pour toutes, paradoxal, paradoxe ça veut dire, on dit de quelque chose qu'il est paradoxal quand il est régi par deux normes pas parallèles. Alors il est paradoxal et son miracle pourquoi? Parce que d'un côté, c'est un phénomène positif, admirable, appréciable, que tout le monde doit apprécier. D'accord? Mais de l'autre côté, justement, il faut aussi relever ses méfaits, surtout sur l'être de l'homme. Sur l'être de l'homme que nous sommes. Voilà pourquoi il est paradoxal. Donc en lui, il y a ces deux normes. La positivité, mais aussi la négativité. En cela qu'il est quand même quelque chose de visible à l'activité de l'être humain. Ici, voilà, ma pensée m'a porté un peu à... J'ai été tenté d'aller fouler un peu dans ma thèse pour voir donc un peu ce que notre ami Nietzsche a dit sur l'idéalisme, n'est-ce pas, avec ses amis, avec ses disciples. Voilà. Alors je dis que il y a des philosophes, par exemple, il y a un certain Jacques Ellul, c'était français aussi, qui a publié un livre très très intéressant, vraiment très très intéressant, c'est volumineux, n'est-ce pas? Les fainéants produits par le chat ne peuvent pas s'aventurer ici, je sais très bien. Mais même si je vous le laissez maintenant, je sais que très peu oseront même ouvrir le pour fainéant. Il y a quelqu'un qui s'est moqué des Africains, n'est-ce pas? Mais ça s'est déjà passé. On l'a sérieusement critiqué, mais bon, il faut quand même se poser des questions, se demander s'il n'avait pas raison. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand quelqu'un te dit que tu es un chien, n'est-ce pas? D'accord? Il faut être le plus tôt possible aller te retirer dans l'intimité de ton quotidien, ça veut dire dans ta chambre, n'est-ce pas? Et te mettre devant le miroir pour voir si... Quelqu'un a dit que tu es un chien. Ça peut être vrai. Il y a quelqu'un qui a annoncé il y a quelques années que quand il veut cacher quelque chose à un Africain, il faut tout simplement l'écrire dans un livre. C'est tout. C'est fini. C'est résolu, n'est-ce pas? Tu es sûr et certain qu'il ne saura jamais que tu as déjà planifié de l'éliminer un jour. Non. Vous savez, cette tendance-là qui date de quelques années est en train de s'empirer, de se renforcer surtout avec justement l'arrivée de cette intelligence artificielle. Tout est devenu facile, on s'est tous lancés, on s'est laissé séduire par ce qu'on appelle la logique, la loi du moindre effort, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que ça veut dire, la loi du moindre effort? La loi du moindre effort. Donc, on se lance surtout vers ce qui nous facilite la vie. Non. On ne veut plus se fatiguer. Parce que ouvrir un livre comme celui-ci, n'est-ce pas, pour analyser le contenu, ça demande ce qu'on appelle justement la cesse de la chaise, que la plupart d'entre nous ont déjà abandonné, n'est-ce pas? Alors lui, il a écrit un livre ici que j'ai pu acheter. Il y en a qui s'étonnent aussi du fait qu'on achète des livres, je sais. Il a publié un livre intitulé, donc il a publié en 2011, intitulé Le Blues
bombe. Le bluff technologique. Le bluff, c'est une bombe technologique. Et la lecture de thème m'a inspiré un peu à aller tirer le nihilisme tel qu'interprété par Nietzsche. Parce que le nihilisme, je ne sais pas si vous avez étudié cette affaire du nihilisme, il y a nihilisme et nihilisme. Tout nihilisme n'est pas, il ne faut pas coller tout nihilisme à Nietzsche, non. N'est-ce pas? Ce n'est pas Nietzsche qui a inventé ce concept-là de nihilisme. Ce n'est pas lui. C'est quelque chose qui vient d'abord des sophistes, mais les sophistes n'ont pas étudié sur le nihilisme, sauf que les interprétations ultérieures ont identifié l'origine lointaine du nihilisme chez certains sophistes, n'est-ce pas, que vous connaissez d'ailleurs, n'est-ce pas? Même ceux de la première année, je crois que j'ai donné une question sur cela. Gorgias, qui a annoncé que rien n'existe. Ok? Et si quelque chose existait, l'intelligence humaine saurait le saisir. Et si vous pouvez le saisir, il n'en saurait pas à communiquer la substance, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Alors, après, le nihilisme a été promu surtout par les Russes, surtout dans le politique là. Si vous avez entendu parler d'un certain Dostoïevski, vous avez entendu parler de lui? C'est ça. Mais il y avait un autre qui s'appelait Turgenev. Ce sont ces gens qui ont inventé, qui ont commencé à développer une théorie quand même consistante sur ce concept-là de nihilisme, mais qui comprenait d'une certaine manière. Quand Nietzsche commence à épouser ce terme-là et à ressusciter vraiment, eh bien, il va le coller surtout aux penseurs antiques de l'Antiquité, en commençant par Socrate, surtout Platon, parce que Nietzsche est l'ennemi juré du platonisme, Le platonisme dit que le platonisme a engendré aussi le christianisme et la métaphysique. Parce que pour lui, le christianisme et la métaphysique sont les mêmes. Pourquoi? Parce que ce sont les deux qui ont servi de base à l'articulation de la morale qu'il doit détruire, n'est-ce pas? Qu'il doit détruire, mais pour en créer une autre, n'est-ce pas? Alors, donc, Nietzsche, lui, le nihilisme, il dit que le nihilisme est déjà là. Alors, il dit qu'il faut le combattre en le poussant au loin à son achèvement. C'est bon? Il y a des livres ici, peut-être la belle Flemme et le reste sont au courant de cet auteur-ci. C'est un Italien, mais un Italien vraiment très connu, et très actuel aussi, encore en vie. Umberto Garibaldi, vous avez entendu parler de lui? Cet homme-ci. Il a fait dans plusieurs universités européennes. Il a écrit un livre intitulé, en italien c'est l'ospite. Ospite, ça veut dire, c'est l'hôte. En français, c'est un peu, vous appelez ça visiteur, n'est-ce pas? D'accord? En français, ordinaire, vulgaire, mais c'est l'hôte. Il dit l'hôte, hospite inquiétant, ça veut dire l'hôte inquiétant. Le nihilisme et les jeunes. Ce livre est intéressant, très intéressant. Le nihilisme, donc l'hôte inquiétant. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous l'avons déjà accueilli, nous avons déjà ouvert les portes. D'accord? Il est entré dans la maison, il est au milieu de nous. Mais qui est cet autre? C'est le nihilisme, n'est-ce pas? C'est le nihilisme. Alors, il est expert de Nietzsche, cet homme-ci.
Le nihilisme que Nietzsche a condamné, c'est ce nihilisme-là métaphysique et le nihilisme chrétien, qui nous pousse à quitter notre monde, à quitter la terre, pour rêver un monde idéal qui n'est pas le nôtre. Il dit, ça c'est le néant. C'est du néant. Alors il dit que maintenant, comme l'hôte est déjà dans la maison, et il n'a pas moyen de le mettre dehors, n'est-ce pas? Il a pris tellement racine, il s'est familiarisé avec les habitants de la maison, qu'il n'y a plus moyen de le mettre à la porte. Vous comprenez? N'est-ce pas les nihilistes? Vous êtes tous nihilistes. Nietzsche dit, nous sommes tous devenus nihilistes, n'est-ce pas? Parce que, ça veut dire quoi? Il dit, selon lui, il dit, quand nous avons des valeurs morales à observer, on peut faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe métaphysique qui dit que, d'accord, il y a une loi quand même dans les 10 commandements, on dit ça, il dit, bah, ça c'est du néant, d'accord? Ça c'est du néant et ça produit donc une valeur, une morale des hommes faibles, n'est-ce pas? Les faibles que vous êtes. Maintenant, il faut créer d'autres valeurs pour digne de l'homme fort. Mais l'homme fort sera comment? L'homme fort sera celui-là, qui saura marcher, dit-il, qui saura marcher sur les vestiges, comment ça veut dire? Ça veut dire oui, sur les vestiges de tables cassées, de tables brisées, de la scène morale pour alimenter une autre. Une autre, donc, digne, parce que vous avez étudié certainement, donc digne du surhomme, n'est-ce pas? En fait, cet autre type d'homme-là, qui est en train de naître, cet homme-là, ballotté sur la technologie et les moyens technologiques, moi, je voulais interpréter comme le surhomme de Nietzsche, n'est-ce pas? Ou de Nietzsche. Le surhomme de Nietzsche. Parce que le surhomme de Nietzsche, c'est un type d'homme, mais sans finalité d'agir, n'est-ce pas? Sans finalité d'agir. Il vit là, lui, il se contente, et il nage donc dans le néant, n'est-ce pas? Mais il nage joyeusement dans le néant, n'est-ce pas? C'est pour ça que Nietzsche qui a balancé, balancer entre guillemets le Dieu chrétien a épousé un autre Dieu, donc il y a un autre Dieu donc qui privilégie, et ça c'est un Dieu grec du nom de Dionysos, n'est-ce pas? Dionysos. Il dit, Nietzsche a écrit que nous sommes tous devenus nihilistes et par conséquent dionysiaques. Dionysos, c'est le Dieu grec, n'est-ce pas? Le Dieu avec minuscule, n'est-ce pas? C'est le Dieu grec, mais c'est le Dieu de l'ivresse. D'accord? Mythique. Qu'est-ce que vous pouvez appeler ici? Voilà. Imaginez-vous quand vous avez pris trois grosses bouteilles de médecine. Comment vous sentez? Comment vous sentez? Très bien. Donc, vous devenez vous-même, c'est ça. Donc, il dit que le surhomme, c'est ce type d'homme qui vit l'ivresse perpétuelle, n'est-ce pas? Il ne se pose pas de questions sur le sens des choses. Parce que se poser des questions sur le sens des choses, c'est cela que c'est la conséquence de la pollution de la métaphysique et du christianisme, n'est-ce pas? Qui cherche le sens et la finalité en tout. Alors, dans l'affirmation du nihilisme ou technologisme postmoderne, donc ici, c'est comme si, donc quand vous allez lire le texte en entier, donc de façon diagonale, vous allez remarquer que ici, le nihilisme a servi comme
substance donc du technologisme postmoderne. Parce que le technologisme postmoderne est à tout simplement de produire des nihilistes. Ici, on parle de ces nihilistes-là. Nietzsche appelle ce genre de nihilisme le nihilisme créateur, n'est-ce pas? Pas le nihilisme fatigué, non. Pas le nihilisme de ceux-là qui vivent dans le ressentiment. Ressentiment, ça veut dire qui sont là en train de se plaindre, mais tu te plains, tu fais quoi? Tu ne fais que te plaindre, mais tu es un faible. Ne te plains pas. Avance, crée d'autres valeurs, n'est-ce pas, qui vont te permettre d'affirmer le nihilisme et le vivre joyeusement. D'accord? Parce que l'autre est en train, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il a écrit que, ça c'est Humberto, cet homme-ci, il y a un passage où il dit qu'on est entré dans un siècle tellement nihiliste que c'est pour cette université, il enseigne dans plusieurs universités européennes, qu'aujourd'hui, on peut entrer dans une classe universitaire. Tu improvises l'étudiant, tu lui demandes, dis, monsieur, où es-tu? Et il dit, pour te répondre, il doit d'abord dire, il semble que je suis en classe. Ça veut dire quoi? Et il ajoute que, cet auteur dit que, il ajoute que, donc, il ne sait pas où il est, il ignore même la raison pour laquelle il est arrivé là où il se trouve maintenant, d'accord? Mais cela ne lui dit absolument rien, n'est-ce pas? Cela ne lui tient pas. Parce que justement, il est devenu le nihiliste, il est devenu nihiliste fort, créateur. Il y a d'autres valeurs. Oui. Dans le temps, quand on était en classe, on s'y mettait, on suivait vraiment. Aujourd'hui, on dit que l'une des caractéristiques de la postmodernité, que vous étudiez, chez certains d'entre vous étudient, je crois que c'est de la troisième année, et on dit que l'une des caractéristiques de la postmodernité, cette époque-là, dont on ignore encore les caractéristiques de façon épuisée. Parce que le postmodernisme dont on parle aujourd'hui, donc c'est une époque qui est entrée encore de se structurer dans le temps, n'est-ce pas? C'est une époque qui n'a pas encore affiché toutes ces caractéristiques. Donc on en connaît certaines seulement, et il y en a d'autres qui doivent surgir, qui doivent apparaître, qui vivra bien. D'accord? N'est-ce pas? C'est ça. On a jamais vu des séminaristes comme vous, on n'a jamais vu ça. Mais qui vous l'a fait? Quand l'un de vous sera lecteur de ce séminaire, je hasarde à lancer cette affirmation. Quand l'un de vous sera lecteur de ce séminaire, peut-être qu'il va convoquer les étudiants, les séminaristes, pour une conférence comme celle-ci, et non seulement ceux qui veulent. D'accord? Je dis, quand un de vous sera lecteur de ce séminaire, un de vous sera lecteur, n'est-ce pas? C'est clair. Mais il faut s'attendre à cela que tu vas inviter les séminaristes du philosophie comme le travail à une conférence de philosophie. D'accord? Et viendront seulement ceux qui veulent, les volontaires. D'accord? C'est ça. Alors on dit que l'une des caractéristiques de la postmodernité est que, il y a de plus en plus des ignorants. D'accord? Des ignorants.
Ce sont des ignorants et des imbéciles qui sont bien dans leur imbécilité et dans leur ignorance. D'accord? C'est ça. Ça, c'est vraiment le nihilisme fort. Qui sont satisfaits avec leur ignorance et leur sort. Voilà, donc en 22. Donc ici, en fait, le point 2, c'est comme si dans l'exposé que j'ai fait ici, donc j'y ai entendu aussi, et un deux pieds, descend. N'aie pas peur. Pieds. Va. Bon, ici, en point 2, je parle ici de l'aménagement du terrain. Parce que, donc, tout à l'heure, je disais que c'est comme si le nihilisme tel qu'il est inauguré par Nietzsche a préparé le terrain à ce à quoi nous assistons. Donc, à toutes ces innovations-là de la technologie moderne, ultra-moderne, avec tout ce qu'elle est en train de faire vis-à-vis de l'être humain. Alors ici tout simplement, donc ici, vous savez que Nietzsche, cela arrive chez certains philosophes. Chez Nietzsche, dans la parole de Nietzsche, il y a ce qu'on appelle la face d'essence et face conscience. Je crois que ça vous avez dit. Face d'essence et face conscience. Alors, ce que je voulais aujourd'hui justement à exposer comment Nietzsche a détruit d'abord pour servir, pour préparer le terrain à la logique technologiste. Nietzsche a d'abord détruit les fondements de valeur, n'est-ce pas? Donc les fondements métaphysiques, Nietzsche a d'abord s'appelé cela pour pouvoir créer quelque chose vraiment de bien, de toqué, n'est-ce pas? Toqué, d'ivresse, voilà. Ici, oui, voilà. Il y a peut-être un paragraphe ici que vous pouvez lire un peu, puis je vais passer. Dans l'élaboration de son nihilisme à lui, propre à lui, Nietzsche est parti du constat. Il a constaté quelque chose. Du constat selon lequel les hommes vivaient dans une période d'incertitude, d'éclatement et d'inanité. Inanité, ça veut dire quoi? Sans vie. De décadence et par conséquent une époque de déchéance et de ruine et de chute. C'est ainsi qu'il lança un grand défi à la culture européenne en élaborant un nihilisme fort, comme je le disais, contre le faible en devenir. Son nihilisme faible là. N'est-ce pas? C'est nihilisme faible qui cherche quoi? Les idéaux métaphysiques. Alors il est décidé à inverser les valeurs. Ici, dans son œuvre, que vous avez dans votre bibliothèque aussi, dans son œuvre, ainsi parlait Zarathustra. Zarathustra. Le titre est ainsi libéré. Nietzsche a résumé son projet philosophique en une vision, parce que les types de Zarathustra, c'était vraiment un peu compliqué, d'accord? Parce que le sens que Nietzsche donne à son texte est au contraire de ce que vous avez pu comprendre. Vous comprenez? Donc le sens ultime que Nietzsche veut donner, veut exprimer, ce que Nietzsche veut dire à travers ces vers-là, ces aphorismes qu'on appelle, c'est au contraire de ce que vous avez compris, de ce que c'est bien compris. Donc ça veut dire pour comprendre les dilemmes de Nietzsche, il faut lire beaucoup et partout, presque tout. Il faut lire beaucoup, humain, trop humain, par
parabola, le bien et le mal, ainsi que les Zarathustra, et il faut lire tout ça avant de lire, pour lire, parce qu'on dit que pour comprendre ainsi que les Zarathustra, il faut d'abord parcourir tous ces œuvres-là pour revenir à ainsi que les Zarathustra. C'est l'œuvre la plus connue, n'est-ce pas? Mais c'est l'œuvre la plus compliquée. D'ailleurs, c'est le premier qu'il a écrit, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il dit tout à fait le contraire de ce qu'il exprimait apparemment. De ce qu'il veut exprimer apparemment. Alors ici, dans les séquences de la tous, Nietzsche fait allusion à trois métamorphoses. Les métamorphoses. Qui est? Alors, donc, il dit que l'homme, pour vivre vraiment, pour vivre et se réaliser en se libérant de ces idéaux-là, il doit passer par trois passages qu'il appelle donc trois métamorphoses. D'abord, un chameau, puis un lion qui deviendra un enfant. N'est-ce pas? Et ces trois transformations, ces trois métamorphoses, illustrent donc là le passage de son nihilisme, du nihilisme jusqu'à son nihilisme. Parce que il dit que le chameau, ah oui, c'est l'animal le plus courageux qui accepte le poids de la charge des valeurs, n'est-ce pas? Qui accepte le poids de la charge de quoi? Des valeurs. Des valeurs métaphysiques, des valeurs chrétiennes. Qui porte dans le désert pour y recouvrer sa liberté. Mais grâce à sa métamorphose, il doit se transformer en lion. Pourquoi? Parce que celui s'oppose à l'ennemi destructeur, le lieu détruit, c'est le roi de la forêt, qui détruit, qui peut détruire son maître. Mais il dit que non, ça c'est. Il dit qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, ce qu'il appelle le nihilisme passif, n'est-ce pas? Ça, c'est le nihilisme des faibles qui sont sous le poids des valeurs métaphysiques, des valeurs chrétiennes. D'accord? Il y a un autre qu'il appelle le nihilisme actif. Le nihilisme actif, c'est celui du lion, qui agit pour détruire, pour se libérer. Mais il ne crée pas. Eh bien, il faut aller jusqu'à devenir se transformer en enfant. L'enfant symbolise quoi? L'enfant symbolise l'innocence. L'innocence de qui? L'innocence du surhomme. L'innocence. Alors, il dit que, ce Jacques Ellul, il a dit que nous tous donc, qui sommes malmenés par les logiques technologiques, nous sommes devenus des innocents. D'accord? Nous sommes devenus des innocents. Il dit, nous sommes devenus des innocents comme cet innocent-là de Nietzsche, cet enfant-là de Nietzsche. Nous sommes devenus des enfants. Nous nous lançons dans les choses sans réfléchir. C'est pour ça que Jésus nous dit, mais si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, devenez comme des enfants. Nous sommes. Devenez des innocents. Donc nous sommes devenus des innocents dans les mains des logiques, de la logique et technologique. Nous sommes malmenés et puis jusqu'au royaume des cieux technologiques. Nous sommes jusque-là. Bien. Alors, Nietzsche a détruit la destruction de la vérité de l'être de l'homme. Sur ce point, je ne veux pas traîner là-dessus, la destruction de la vérité de l'être de l'homme. Le pape François, de bonne mémoire, il a écrit quelque chose dans son encyclique Laudato Si, que vous connaissez tous. Du moins, vous n'avez jamais ouvert ce livret-là, de Laudato Si, mais au moins vous avez entendu parler de Laudato Si. Non plus que ça. Alors, il a écrit au numéro 118, il a écrit ceci.
Cette situation nous conduit à une schizophrénie. Schizophrénie, ça veut dire schizophrénie permanente qui va dans l'exaltation technocratique qui ne reconnaît pas aux autres une valeur propre, à la réaction qui nie toute valeur particulière à l'être humain. Schizophrénie. Schizophrénie, c'est une pathologie, n'est-ce pas? C'est une pathologie que certains attrapent et surtout, attention, s'il vous plaît, ouvrez les oreilles. Je parle des oreilles du cœur et de l'intelligence. Que certains attrapent et surtout des hommes et des femmes d'église. Vous avez compris? Et cette pathologie, c'est laquelle c'est le fait. Tant plus on joue le malin, d'accord? Plus on finit par être schizophrène. Il y a une chanson d'il y a quelques années quand même. Une chanson qui a été très appréciée quand peut-être la belle frère et la belle nous étions des adolescents, n'est-ce pas? Ça, il y avait une chanson intitulée Deux femmes en elle. Deux femmes en elle. Il y avait deux femmes en elle. C'était beaucoup trop beau. C'était ma femme plus belle. Et moi, nous étions trois. Vous avez compris cette poésie-là? Il y avait deux femmes en elle. C'est quelqu'un qui parlait de sa femme. Et en longue, bon, peut-être qu'il faut. Ça, vous pouvez chercher au moins sur YouTube, n'est-ce pas? Après, quand même. Parce que la tentation est bien poursuivie, n'est-ce pas? Parce que justement, la technologie que nous oblige d'y aller tout de suite. Attendez. Mais écrivez sur YouTube deux femmes en elle, n'est-ce pas? Je ne me rappelle plus qui l'a composé, l'artiste. Alors, il dit, j'ai cherché une femme parce que je l'appréciais. Avec sa façon d'entrer dans mes bras, d'accord? Vous comprenez bien que l'adolescent dit c'est beau. Avec sa façon d'être toujours clair. C'est ça. Alors, mais il se rend compte qu'il appréciait son sourire et sa voix angélique, mais après, il finira par se rendre compte que cette espèce de femme avait plutôt deux femmes en elle. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça, c'est la schizophrénie. D'accord, n'est-ce pas? Deux femmes en elle. Vous savez pourquoi j'ai parlé des religieux, des hommes d'église et des femmes d'église? Vous savez pourquoi? Non, je ne suis pas venu vous donner une collection, non. Il semble que, comme nous les religieux, les prêtres, les sœurs, les séminaristes aussi, peut-être. Donc nous sommes fixés un idéal de vie, n'est-ce pas? Un idéal de vie. Peut-être que les séminaristes, c'est peu moins. Ils sont là en train de danser sur la corde de Saint-Louis. Si ça chute, peut-être tant mieux, voilà. Mais ces gens-là qui ont promis quelque chose, qui ont promis de vivre selon un certain style de vie, vous savez que nous sommes fixés des idéaux un peu exagérés aussi, d'une certaine manière, un peu exagérés aussi.
Il y en a qui disent que nous sommes passés, là on passe, comme on dit. Hein? C'est compliqué. Alors, il arrive que je suis prêtre religieux salésien, mais je veux vivre aussi comme un star, n'est-ce pas? Comme celui qui a chanté cette chanson-là qui est maintenant, hein? C'est ça? Qu'elle ne veut pas nommer ici, évidemment, que je ne veux pas. Je ne veux pas nommer ici pour l'esprit des âmes faibles, n'est-ce pas? C'est dans le cas ici. Donc, tu sais, tu t'es fixé un idéal, mais tu veux vivre en star, tu veux vivre aussi comme, je m'excuse de le dire, comme un homme marié. D'accord? N'est-ce pas? Ça n'ira pas. Parce que si je me suis fixé un idéal et j'ai promis de le vivre, donc aux yeux de tout le monde, j'aurais réussi la vie si vraiment cet idéal je le vis pour moi, aux yeux des autres. Mais si je sais que quand même ça aussi, alors là on souffre de cette pathologie qu'on appelle schizophrénie. Alors, il dit cette situation technologique nous a conduit à une schizophrénie permanente et qui va deux états technologiques qui ne reconnaissent pas aux autres ni valeurs propres, à réaction qui nie toute valeur particulière de l'être humain. Mais on ne peut pas faire abstraction de l'humanité quand même. Quoi que l'on fasse, on ne peut pas faire abstraction de l'humanité. L'homme doit être défendu, la dignité de l'être humain doit être défendue. Alors, ici, 2.1, je parle donc du détournement du maître d'opération. Je vous ai dit que, à la longue, avec la logique dictatoriale du fonctionnement des techniques, celui qui a fait les techniques dans la main finit par en devenir instrument. Donc ici, vous allez le lire à votre aise, surtout quand vous voulez, même votre texte que vous le donnez. Mais il faut attendre d'abord que ce soit publié. Bon, alors, je passe au point 3, qui est le dernier aussi. Fatigué d'être nous-mêmes. Nous sommes fatigués d'être nous-mêmes. Alors, la logique technologique nous propose un autre type d'homme, n'est-ce pas? Quand nous sommes fatigués d'être nous-mêmes, alors nous devenons justement de surhommes. Nous devenons des ivrognes, n'est-ce pas? Qui dansent dans les bouteilles de mutine, certaines cassées, certaines ouvertes et laissées là-bas. Voilà, nous dansons là, dans l'ivresse. Tu vois? Avance. Donc, fatigué d'être nous-mêmes, eh bien, c'est aussi homme. Donc, c'était notre type d'homme qui surgit. Nombre de penseurs de ces dernières décennies ne marchent pas le monde quand il s'agit de montrer comment l'idéologie de l'absolutisation du progrès technique a fini par produire vraiment un autre type d'homme. Certains d'entre eux n'hésitent pas non plus à identifier la fatigue d'être soi-même chez cet homme-là qui trouve son exil dans le monde virtuel de la technologie ultra-moderne. Donc, comme on est fatigué d'être nous-mêmes, alors il faut chercher une fuite. Il faut s'exiler. Donc, on est fatigué d'être authentiquement homme. Alors, il faut trouver justement une fuite. Il faut trouver l'échappatoire. Alors là, les mentalités technologiques donc, que nous avons épousées nous proposent cet échappatoire. Donc, l'homme tel qu'il est n'est donc pas adapté à ce monde réel et il faut qu'advienne un autre plus adapté que l'actuel. Tu es là? Voilà, descends un peu. Ici, nous allons lire ensemble, et c'est le programme, et puis j'irai vers la fin tout de suite. Ce qu'a dit ici ce philosophe, donc Jacques Ellul,
un autre livre qu'il a publié en 2008, intitulé, voilà, à Gallimard, La technique ou l'enjeu du siècle. Ah, il dit ceci. Nous sommes à peu près au stade du malade qui souffre et à qui on donne de la morphine. Celle-ci lui permet de ne plus souffrir. La morphine, n'est pas la morphine, je crois que la morphine, donc c'est ce médicament qu'on donne surtout à ces gens-là qui souffrent du cancer, n'est-ce pas? Parce que le cancer fait tellement mal que certains ne peuvent pas, non, aucun ne peut supporter ces douleurs-là. Alors, on préfère injecter la morphine pour apaiser un peu, pour alléger la souffrance, la douleur. Il dit que nous en sommes à peu près au stade du malade qui souffre et à qui on donne de la morphine pour ne plus souffrir. Mais la morphine apaise seulement la douleur, mais la maladie reste. Celle-ci lui permet de ne plus souffrir, de ne plus être esclave de la souffrance. Mais progressivement, il s'accoutume à la drogue. Il ne peut plus s'en passer et il devient esclave de la drogue. Et lorsque la maladie est passée, il reste cependant sous l'empire du nouveau maître, donc, qui est la morphine. N'est-ce pas? La morphine. Même quand la maladie est passée, on a pris du goût. On veut quand même rester là. Le type d'homme qu'ont créé les mentalités technologiques, surtout des temps qui sont les nôtres, sont justement et considérés justement, comme je vous l'ai dit, au surhomme de Nietzsche. C'est celui-là, c'est cet homme-là qui a le sens de la terre et récuse les espoirs supraterrestres et qui, après avoir blasphémé le ciel, viennent maintenant blasphémer la terre. Il est aussi cet océan. En lui peut s'abîmer le plus grand mépris de l'homme. Le surhomme, son gros type d'homme, est aussi cet éclair, cette flèche, cette folie et son désir qui récuse les fausses sagesses pour apporter un enseignement nouveau aux hommes. Il est l'éclair du son au nuage homme. Je vais conclure. Je vais faire ici, recule un peu. Bon, là vous voyez ces choses-là, j'ai écrit encore un peu plus haut. Bon, ici, dans mes recherches, j'ai mis ces dossiers-là de transhumanisme et tant d'autres, mais que je ne vais pas dans maintenant pour parcourir. Donc, j'ai dit que, oui, tu es à la conclusion. Conclusion. La conclusion. Voilà. L'homme, ce n'est pas l'homme, c'est... L'homme ballotté par des interventions, des inventions technologiques et des dernières décennies qui lui sont pompées sans pitié, se dit parfois qu'il s'y réalise. Comme nous pensons nous réaliser justement avec ce qui est maintenant mis à notre disposition. À cela, la réaction la plus objective a été d'emblée positive. Avec le développement technologique, en tout cas, la réaction la plus honnête d'emblée, il faut qu'elle soit positive. Mais avec des réserves philosophiques assez justifiées, que nous avons eu le temps de justifier. Des réserves philosophiques. Donc toutes les critiques et toute cette amalgame de critiques que j'ai développées ici, justement, c'était dans ce sens-ci. En fait, l'honnêteté intellectuelle nous a exigé
obligé de reconnaître avec admiration les merveilles que l'humanité doit aux multiples inventions technologiques des dernières années. Ici, nous n'avons qu'à penser à Internet d'abord, et puis aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui est devenu maintenant X, ok? WhatsApp, que vous aimez plus que vous-même. Et finalement, il faut penser aussi à l'arrivée spectaculaire de l'intelligence artificielle. Artificial intelligence. Ça, c'est une arrivée spectaculaire, n'est-ce pas? Non pas s'en émerveiller, dans le sens d'apprécier, cela aurait été énormément grave à l'histoire de l'humanité, parce que l'on doit inventer, créer, mais pas contre soi-même, pas contre sa dignité, d'être homme. On ne peut pas apprécier tous les bienfaits dont nous jouissons grâce à ces découvertes qui ont sensiblement contribué à la facilitation de la vie quotidienne. La communication facilitée. On gagne du temps quand même quand on doit faire des actes, des opérations. On gagne du temps dans le déplacement et dans le travail. Ça, c'est très bien. C'est excellent. On gagne du temps dans les recherches également. Même si on n'utilise pas tellement l'intelligence. Il y en a qui disent que, pour utiliser l'intelligence artificielle aussi, il faut être intelligent. D'accord. Surtout dans le domaine médical. Maintenant, on dit qu'avec l'intelligence artificielle, on peut diagnostiquer une maladie, par exemple, un cancer, cette fois-ci avec précision. Et vous savez que l'AI peut recommander aussi le médicament approprié à la maladie. Vous savez. Ok? On dit que par exemple, aujourd'hui, on n'apprécie plus la vitesse du déplacement. Car on peut même se déplacer tout en restant chez soi. D'accord? D'accord? Vous savez ce qui se passe maintenant à Chicago, d'accord? Il suffit seulement d'appeler quelqu'un et puis vous mettez sur vidéocall, d'accord? On se déplace tout en restant chez soi. C'est bien. Cependant, lorsque nous décidons de nous pencher à la logique fonctionnelle de ces inventions de la technologie ultramoderne, on doit se demander si l'homme qui en bénéficie au quotidien en est aussi le contrôleur. C'est là le point, d'accord? Puisque la technique est dans son essence, n'est-ce pas? Dans son essence propre. La technique est dans l'essence même de l'homme. Technique. La manipulation des outils pour adapter à ses besoins, donc la nature. Ici, il faut noter que pour les maîtriser, il doit d'abord essentiellement les comprendre dans ses causes. Vous savez que ça c'est Aristote, comprendre une chose, n'est-ce pas? Connaître une chose, c'est la connaître dans ses causes. La finalité réelle fait défaut. Oui, mais la solution la plus sage n'est plus de résister à son avancement, à l'avancement technologique. Non, ça ce n'est plus une solution. La nouvelle technologie, dans toutes ses dimensions, est devenue finalement omniprésente et quasi omnipotente aussi. Cela est en fait difficilement contestable, mais il ne faut pas fuir, d'autant plus que nous n'avons pas où aller. Vous irez où? L'hospité inquiétante, l'autre est déjà là, n'est-ce pas? Vous n'avez pas où aller. Il faut apprendre, il faut chercher comment cohabiter avec lui. Mais en homme. Par contre, il faut chercher comment l'habiter. Habiter ce monde technologisé. Tout en gardant notre identité d'homme pensant et libre. C'est là. Il faut chercher comment habiter cette ambiance-là
mais tout en gardant notre identité d'homme, pensant et libre. C'est là que l'on pourra en profiter efficacement et utilement. Évitons d'en dépendre absolument. Les addictions font rage dans son sens, les addictions. Vous comprenez l'addiction, le famous addiction. Donc les addictions font rage dans son sens, même dans le siège des hommes de Dieu, des hommes d'église et de femmes, je veux dire. Je parlais de moi avec quelqu'un qui me disait qu'un prêtre s'est retrouvé avec une main tordue, comme ça. D'accord? Mais il a de façon immédiate. Vous savez pourquoi? Parce que, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il s'endorme et qu'il se déplace, il a toujours le téléphone comme ça. Comme ça. Attention, parce que vous savez, il est très facile d'être addicté, vous savez. Très facile d'être addicté. Attention. Évitons d'en dépendre absolument. Les addictions font rage dans son sens et même dans les sièges des hommes et des femmes de Dieu. Vous savez que les femmes sont incluses dans les hommes, n'est-ce pas? Je vois qu'il y a des sœurs ici, il ne faut pas être jalouse. J'ai parlé de vous aussi. Quand on parle d'hommes, les femmes sont là aussi. À tout prix, il nous faudra nous garder de renforcer et finalement de confirmer cette hypothèse de nouveaux types d'hommes. Il ne faut pas augmenter la liste de ces nouveaux types d'hommes, c'est-à-dire celui-là dépourvu de son centre et qui danse joyeusement dans le non-sens des vertiges lui imposés par les technologies ultra-modernes. Il suffit de lire le document Antiqua et Novo. Vous avez lu ce document-là? Antiqua. Ça c'est, si vous n'avez pas lu ça, je vous invite, chers séminaristes, je vous invite vraiment à lire ce document. C'est un document dont Antiqua et Novo. C'est un document publié en janvier 2025 par le Dicaster, la congrégation pour la doctrine de la foi, les deux congrégations, le Dicaster, pour la doctrine de la foi et pour l'éducation. Ils se sont mis ensemble et ils ont produit un document très intéressant et qui nous apprend comment habiter surtout sur cette époque de l'intelligence artificielle. Antiqua et Novo. Donc c'est récemment publié par l'éducateur pour la doctrine de la foi et pour la culture et l'éducation, pour nous réaliser combien il relève de notre responsabilité de sauvegarder la dignité de l'être humain, tout en nous rappelant que l'intelligence artificielle ne peut en aucun cas remplacer l'intelligence humaine. Elle s'appelle intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas naturelle. La nôtre est naturelle. S'il vous plaît, il faut la sauvegarder. Mais plus nous laissons emporter, plus nous l'endommageons également. Je me permets d'ajouter ceci comme condition personnelle. Les nouvelles innovations seront puissantes et super puissantes, faut que je le dise, certes, mais ils n'acquerront jamais le sens critique, ça je dis. Jamais elles ne seront capables de la réflexion et du jugement. Non. Il y a quelqu'un qui a posé une question à ChatGPT. C'est quelqu'un qui m'apprenait comment l'utiliser. Il y a une autre aussi, quelqu'un qui j'oublie le nom. Alors il a posé une question, il dit, oh, that question is stupid. C'était une question qui demandait un jugement
Alors il a posé une question, il a dit, ah, the question is stupid. Donc, on ne l'avait pas. Ces innovations seront puissantes, j'espère puissantes, oui, mais ils n'acquerront jamais le sens critique. Jamais ils ne seront capables de réflexion et du jugement. Un conseil. Utilisons-les, s'il vous plaît, en responsable, comme l'alcool. Ok? Take it responsibly. Ok? Drink it responsibly. Utilisons-le en responsable. Gagnons des connaissances, mais tâchons